Dans ce nouvel épisode de Confidence de thérapeute, je vous emmène avec moi découvrir une personnalité très attachante, quelqu'un que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à rencontrer, dont j'ai trouvé la pensée vraiment complexe et limpide. Il s'agit d'un psychologue clinicien, psychothérapeute familial d'orientation systémique. Il est également formateur et fondateur de l'IFSMB, l'Institut de formation systémique Montpellier-Bruxelles. Il s'agit de Bernard Filleul. Vous allez notamment découvrir dans cette vidéo quelle est sa vision de la thérapie, son parcours, les personnes qui ont pu être significatives dans son expérience personnelle et professionnelle, comment s'est développée sa vision de la psychothérapie et quelques petites surprises disséminées tout au long de l'interview. Et on commence tout de suite par la première question que je lui ai posée et qui avait rapport aux raisons qui l'ont conduit à exercer un métier de thérapeute. J'ai été toujours, je pense, dans ma famille, celui qui j'avais 2 fonctions. D'abord, j'étais, le mauvais, le fouteur de troubles, celui qui bouge tout le temps. J'ai passé mon enfance à ce qu'on me dise, «Arrête de bouger, tais-toi, écoute, te mêle pas», avec beaucoup d'injonctions comme ça, de réprimandes, ça. Et en fait, c'était très douloureux, mais je me suis rendu compte en travaillant sur mon histoire, je me suis quand même rendu compte que ça avait une fonction pour la famille et que j'ai réfléchi à ça, c'est ce que j'appelle les fonctions super-héros des enfants dans les familles. Moi, j'avais une double fonction, on peut en avoir plusieurs et ça dépend des époques, mais j'ai eu la fonction du troubadour, du clown, celui qui anime, qui fait rire, qui détourne l'attention. Et puis j'ai aussi une autre fonction que j'appelle la fonction paratonnerre. La fonction paratonnerre, c'est celui qui attire la foudre du système familial sur lui. Alors le problème, tu sais, c'est les paratonnerres, c'est que quand il y a beaucoup de foudre, bah, tous les paratonnerres ont un niveau de résistance quand même qui peut à un moment donné être limité. Et donc même le paratonnerre peut fondre. Euh, Ça, c'est la première chose. Et puis, dans un autre temps, puis j'ai été très vite, j'ai toujours été le bon copain. Mais le bon copain qui est toujours à côté. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours cherché à avoir des amis. Cherché à avoir des amis, tu veux pas être mon ami. Quand j'étais tout petit, tu veux pas être mon ami. Adolescent, donc vers 16 ans, j'ai 15-16 ans, j'ai comme beaucoup d'adolescents eu un gros passage très difficile dans ma vie. J'ai fait une dépression, hein, et j'ai été suivi par une thérapeute. Et ce moment de rencontre avec cette thérapeute a été un moment fondateur pour moi, parce qu'il y avait quelqu'un qui, là, m'écoutait, qui ne me jugeait pas, et je me suis dit: «Waouh!» Et en plus, pas que ça, c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué qu'elle me faisait confiance, qu'elle me voyait pas comme le troubadour, le paratonnerre, celui qui est pas très, très sérieux, voilà, celui qui veut se rendre intéressant. Je devais être très embêtant quand j'étais enfant parce que je voulais absolument qu'on me reconnaisse, qu'on me remarque et donc je voulais, j'embêtais tout le monde en disant: «Et moi, et moi, et moi», tu sais, celui qui lève le doigt. Mais autour de moi, mes collègues, mes copains, aussi, il y en avait certains qui allaient pas bien. Et ça, c'est une chose dont je ne parle pas beaucoup, qui me touche au moment où je te le dis. Et j'ai un copain qui s'est suicidé. C'était mon ami. Il s'est suicidé et on nous a dit qu'il avait eu un accident de moto. Et donc, le discours officiel et moi, ce que je savais, ça collait pas. Et j'ai su à ce moment-là, je me suis dit, moi, je veux faire la psycho. Je savais pas très bien ce que je voulais faire, mais à un moment donné, c'est venu, moi je veux écouter les gens, je me souvenais de ma thérapeute. Et donc je me suis dit, je veux apprendre, tu vois. Je me suis dit, je veux apprendre à écouter, à aider les gens comme elle m'a écouté, elle m'a aidé en me faisant confiance. Donc j'ai voulu apprendre. Et donc de là, je me suis dit, bah, je vais aller à l'université. Alors ça, c'est tout un parcours aussi, puisque je suis le premier universitaire de ma famille. Et bon an, mal an, j'ai réussi à arriver à un moment donné à clôturer mon année, à aussi entourer là par les personnes qui étaient autour de moi à ce moment-là
et qui ont aussi un peu cru en moi en disant: «Tu peux pas rater la dernière année, tu dois présenter, ton travail». Moi, je dis: «Ouais, laisse tomber, j'y arriverai jamais. C'est trop, c'est trop». Mais maintenant je reconnais, c'était comme si la dernière étape, je voulais pas la franchir. Comme si je mettais tout en échec pour ne pas y arriver. Et c'est vraiment au forceps, hein, on m'a vraiment tenu en disant: «Tu lâcheras pas, tu lâcheras pas, tu lâcheras pas», et que j'ai quand même, pour finir, réussi. Somme toute, pas mal, parce que j'étais un étudiant moyen, mais comme je dis toujours, j'étais un très bon moyen. J'ai jamais été un bon élève, j'ai jamais été excellent, mais j'ai toujours été un bon moyen. Et ça, c'est une chose que j'utilise aussi en thérapie, c'est-à-dire le bon moyen celui, tu sais, il arrive à grandir à chaque fois, c'est-à-dire qu'il arrive à toujours faire un petit peu mieux. Voilà, un petit peu mieux. Hein. J'avais raté la première année, j'ai réussi la deuxième fois la première année, et puis un petit peu mieux, un petit peu mieux. Voilà, donc en tant qu'élève bon moyen, j'ai réussi quand même à terminer et présenter mon mémoire de fin de psychologie clinique avec mention. Ah, j'étais fier. J'étais fier. Mais il y a eu un moment, un tournant, parce qu'à l'époque, hein, donc c'était 5 ans, et il y a un moment donné, tu sais, il y a des cours à option à l'université, et en général, qu'est-ce que tu fais avec les cours à option? Bah, tu les choisis pour avoir un petit cours à option qui va te donner des points, des unités de formation, etc. Et moi, je m'ennuyais, hein, pour rester poli, très souvent, m'ennuyais, je trouvais ça pas les choses très intéressantes, et je cherchais un peu des matières un peu concrètes. Le premier cours qui m'a intéressé, c'était pratique de l'entretien. Alors, pratique de l'entretien, mais de l'entretien de psychologie clinique, pas thérapeutique, pratique de l'entretien. Mais quand même, ce qui était intéressant, c'est que c'est la première fois que j'ai joué un jeu de rôle. Et j'ai fait d'ailleurs, je me souviens de ça, mon travail de cette cours option sur l'apport du jeu de rôle dans l'apprentissage de la pratique clinique. Ça, c'était mon premier travail un peu qui commençait à dessiner quelque chose, mais je ne savais pas encore. Et puis, le deuxième cours important, ça a été la rencontre du cours pratique de la thérapie familiale. Alors, j'ai dit, oh, thérapie familiale, systémique. Et la chance, c'est un cours, là, je regarde comme ça parce que je me souviens au moment où je l'ai vu, c'était un cours avec Moni El-Kaïm que je ne connaissais pas. Je vais à ce cours et ça a changé le cours de ma vie parce que les pièces du puzzle se sont emboîtées. C'est-à-dire que, je raconte souvent cette anecdote, mais on est dans un amphithéâtre, beaucoup de gens, je me dis, oh, il y a beaucoup de gens pour un cours à option, bon, je me dis bien, et Monsieur Moni El-Kaïm arrive, je ne connais pas ce monsieur très fort, avec une voix comme ça, très, très chaleureuse. Pour ceux qui le connaissent, quand on voit les vidéos de Moni, c'est mais très cher, voilà, on va parler de thérapie familiale. Et il dit en quelques mots, il dit, mais en fait, pour parler de thérapie familiale, je vais vous montrer ce que c'est, et on va faire un jeu de rôle. Donc tu vois, qui repique de 1 an avant, jeu de rôle, et moi je dis, moi je veux bien, pour une fois que je ne vais pas m'endormir sur le pupitre, je dis, tiens, je lève la main, on sort, et tu connais un peu la musique, donc c'est le fameux exercice où Moni va travailler sur justement nous faire éprouver le niveau de la résonance. Et on sort, on fait un scénario très compliqué, on cherche des trucs très compliqués, tout ça. Pendant ce temps-là, il raconte toute l'histoire de la thérapie familiale, tu sais comment il fait, il raconte, etc. Et tout le monde est passionné, on a tout cet auditoire qui est là en train d'écouter, il nous fait rentrer, on s'assied, il commence comme d'habitude, voilà, je vous écoute, qu'est-ce qui vous amène, etc. Et il commence à être dans ce premier temps de la rencontre, et puis il arrête. Moi je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il demande quoi? Il dit, mais qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce que vous vous dites? Voilà, quelles sont vos hypothèses? Alors on peut le formuler de plein de manières différentes, mais en fin de compte, c'est les 3 niveaux du modèle que j'ai développé. C'est vraiment les 3 premiers niveaux, c'est l'observation, le ressenti et puis la pensée, avant l'action. Et là,
il y a un truc magique qui s'opère, c'est qu'en fait, pendant, somme toute, 1 heure quart, comme ça. Alors là, tu as compris que tu n'étais pas du bon côté, parce que c'est les autres qui travaillaient. Nous, on attendait sur la scène, sur une estrade, on était là comme ça. Bon, de temps en temps, ils revenaient un peu vers nous. Mais pendant, allez, ça m'a paru vraiment long, ce temps-là, ce premier temps-là. Mais pendant ce temps d'échange, en fait, avec ces questions-là, et en travaillant avec chacune des personnes, euh, on s'est, les gens ont déconstruit complètement le scénario, ils ont découvert complètement le scénario. Alors qu'on avait eu quelques interactions, c'était un peu énoncé, on avait un peu, et dès qu'il a senti un peu là où la dynamique du système coinçait un peu et devenait un peu en difficulté, il l'arrête et c'est à ce moment-là qu'il demande. Et puis il est revenu vers nous, il a commencé à travailler là. Mais ce que je me suis dit à ce moment-là, en fait, et qui m'a touché, c'est que c'était la première fois dans mes études où j'entendais qu'on parlait de compétences et de ressources, où on parlait de soi dans la rencontre et de comment on s'implique et ce qu'on voit parle autant de nous, mais pas que, mais de ce qui se passe entre nous et l'autre, et qu'on peut s'appuyer là-dessus parce que ce qu'on ressent, eh ben, ce qu'on ressent, ça peut avoir du sens. Et moi, jusque-là, dans mon histoire, dans mon parcours d'adolescent meurtri, blessé, en difficulté, ce que je ressentais n'avait pas de sens. Et ne pouvait pas avoir de sens parce que dans mon histoire familiale, chaque fois que j'essayais, je pense, de nouveau, c'est ma reconstruction aujourd'hui, mais de dire qu'est-ce que je ressentais par rapport à ce qui se jouait et aux difficultés qui se jouaient dans ma propre famille, on me renvoyait que ça n'avait pas de sens, que c'était pas approprié, que c'était pas le bon moment, que c'était pas adéquat, que c'était pas à ma place, que c'était pas. Et donc là, je me suis dit, ben, en fait, oui, voilà, tout ce qui s'est joué là, c'est dans ces 2 heures de cours à option, je me dis, c'est ça que je veux faire. Maintenant, je veux accompagner les familles. Et j'ai commencé à aller faire mes stages derrière le miroir Santin avec Edith Golbeter, où j'ai eu la chance de voir Moniel Caïm travailler, puisque Moniel Caïm venait faire aussi les séances à l'hôpital Erasme à Bruxelles. Et ça a été, c'était incroyable, incroyable. Et entre autres, je ne pourrais pas évoquer ce parcours sans évoquer Edith Golbeter, qui, j'étais passionné par l'approche systémique. Quand je termine mes études, je vais à mon premier congrès, on en a parlé, à mon premier congrès à Barcelone. Et puis, avec tous mes petits moyens, voilà. J'étais à mon congrès, je voyais des gens importants, Racine Vimy, Dielive, des gens, Louis Dionys, etc. Enfin, pour en citer plein, tellement à l'époque, tu avais l'impression que tu rentrais dans une bibliothèque vivante, quoi, de gens qui causent. Et moi, avec mon petit sac à dos. Voilà. Et je rate l'avion de retour. Et pour finir, on me donne quand même une place dans un avion beaucoup plus tard dans la journée. Je suis venu, je suis retourné au guichet, est-ce que j'ai une place? J'étais très embêté, mais j'étais surtout très angoissé parce que je ne savais pas comment rentrer. C'est pas à l'époque où tu as les GSM et tout ça, ou les portables où tu peux, au secours, les cartes bancaires, etc. Moi, je dis, il faut que je rentre. Et j'attends. J'ai la place et je rentre dans l'avion. Et au moment où je passe dans la coursive de l'avion, je vois une dame que je reconnais, qui est Edith Golbeter, qui est assise dans l'avion. Bizarre. Ah, elle me dit, ah, Bernard. Je dis, ah ouais, je suis là-bas. Elle dit, et elle me dit, bah, demande pour venir un peu à côté de moi. Si c'est possible, viens, comme ça on parle un petit peu, tu m'expliqueras comment tu as trouvé le congrès, tout ça. Et bah, déjà, elle me reconnaît, je me dis, waouh, c'est chouette. J'étais un peu ému. Et voilà, et j'avais quand même en tête que je savais que je terminais la fac, mais que je voulais rentrer dans l'école de systémique, l'IEFSH. Je ne voulais pas perdre de temps, j'avais le sentiment d'une urgence, le sentiment que j'avais déjà perdu trop de temps, mais que maintenant que j'avais trouvé ce que je voulais faire, il fallait que j'y aille. Mais je n'avais pas encore présenté mon mémoire, puis je t'avais dit, j'avais repoussé le truc
Donc j'avais pas de mémoire en main, on était en juin, normalement j'aurais dû terminer au début de juillet. Et la rentrée c'était en septembre. Alors elle m'a dit, ben, bon, ton mémoire tu vas le faire. Je dis, ouais, 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 bien sûr, oui, oui, ok. Bah, si tu trouves un stage ou un boulot, et elle me dit, mais il faut que tu aies un boulot, il faut que tu aies une pratique, et alors je te prendrai. Je dis, oui, mais moi je peux pas payer la formation, c'est trop cher. Surtout si je dois arrêter mon boulot pour avoir un stage qui ne sera pas payé. Alors, elle m'a dit, on va réfléchir à ça, mais elle m'a dit, et ça, c'est quelque chose dont j'ai vraiment une énorme reconnaissance. Elle m'a dit, mais écoute, on a toujours besoin de quelqu'un à l'institut. Moi, j'ai besoin de petites mains, de sortir les poubelles, faire les cafés, nettoyer, ranger, mettre les tables, accueillir les gens. Donc, si tu travailles un peu pour l'institut, eh ben, en contrepartie de tes heures. Et donc, j'ai été un peu comme ça, comme je sais pas dire, l'homme à tout faire. De temps en temps, je mettais un clou dans le mur. De temps en temps, je faisais le café, puis je faisais fournisseur. Et puis, j'avais des petites compétences que je développais en informatique et tout ça. Et donc, je soutenais Edith sur certaines choses là. Et donc, en fait, j'ai payé une partie. Et une partie de ma formation était payée par mon travail. Et ça, c'est ce qui m'a permis, le travail que je fournissais à l'Institut, c'est ce qui m'a permis de faire la formation, sinon je n'aurais pas pu la faire. Et du coup, dans les personnes qui ont été significatives pour toi, il y a Edith Goldbetter, Moni El-Kaïm. Est-ce que tu vois d'autres personnes comme ça qui ont pu être significatives dans ton parcours? Alors, oui, mais plus tard. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a mes formateurs à l'IFSH qui m'ont appris énormément de choses dans leur diversité d'approches, etc. Il y a eu les journées avec Moni qui venaient, et on avait tout, on était les 4 années ensemble, et ils faisaient plusieurs journées sur l'année de supervision qui s'enchaînaient, où moi, clairement, j'étais fan, hein, il y a pas, enfin, voilà, je buvais toutes les paroles, j'essayais de comprendre, je trouvais ça fascinant, la rapidité, la finesse d'exécution, l'air de rien, comme ça. Voilà, en plus dans cette bonhomie, comme ça, et puis de temps en temps avec une poigne de fer, comme ça, qui te faisait sursauter tout le monde. Donc ça m'a vraiment guidé. Edith avec un tout autre style. Et puis j'ai continué à aller dans les colloques EFTA, où j'ai vu d'autres figures. Et puis, j'ai continué à aller à une journée d'études par là, une journée d'études par là. J'ai été dans les autres écoles de formation pour voir les journées d'études qui étaient proposées. Et tout ça, ça m'a nourri, nourri, nourri. Et puis, j'ai rencontré une personne aussi qui a été importante, c'est Ziggy Hirsch, voilà, que j'ai rencontré dans plusieurs contextes, mais qui m'a beaucoup appris aussi. Je trouve que c'est un très grand monsieur aussi. Important. Et puis il y a des, on en a parlé, un monsieur en commun, Edgar Morin, il y a Irving Yalom, c'est des études, des livres qui m'ont touché. Par mon parcours, ça me parlait ce truc-là. J'adore cette phrase d'Edgar Morin que je cite souvent, qui dit que la pensée complexe, c'est la capacité à appréhender l'imprévisible. Je trouve ça magnifique, tout est dedans, quoi. Enfin, tout est dit dans ce qu'on fait. Et puis j'ai rencontré aussi, j'ai eu la chance d'aller chez Maurizio Andolfi à Rome. On a eu, c'était pas longtemps, mais c'est une formation intense. On avait formé un groupe de 10 seniors. On était déjà tous un peu formateurs, etc. dans ce groupe où déjà avancé. On ne voulait pas s'inscrire dans un groupe avec des étudiants qui sortaient. On voulait être dans un groupe où on allait se mettre aussi un peu sans trop de difficultés en scène. On a constitué un groupe de Belges, on s'est battu pour avoir le truc. On a fait cette semaine-là à Rome. Et puis après, évidemment, Maurizio il y a plusieurs colloques, congrès qu'on a suivis aussi pour aller plus loin. Mais cette semaine-là, ça a été aussi un tournant parce que il a donné un apport à le travail de conceptualisation sur lequel j'étais. Et il me manquait, il y a une pièce du puzzle qui me manquait, et dans sa théorie, à un moment donné, c'est comme si ça s'était illuminé. Il y avait les pièces qui, pouf, qui étaient arrivées. Et dans mon triptyque, eh ben, j'avais ce que j'appelle le cœur du triptyque, son moteur, qui fait battre le triptyque. Tout d'un coup, c'est des éléments qui sont sortis vraiment de chez Maurizio Andolfi. Et puis,
un autre que je cite souvent, mais parce qu'il m'a marqué aussi, mais ça c'était plus jeune, il est revenu après, c'est Carl Rogers, qui, euh, qui m'a impacté aussi, mais d'une manière, c'est très... je ne peux pas prétendre que je connais Carl Rogers, je ne peux pas prétendre que je connais, enfin peut-être un peu plus le travail d'Andolfi, mais il y a des choses comme ça qui te marquent et qui t'impactent. C'est comme cette phrase de Edgar Morin. Ce serait bien prétentieux de dire que je connais le travail d'Edgar Morin. J'ai lu un peu, j'ai écouté un peu, etc. Mais c'est des choses qui te marquent pour moi et qui, hop, ça, il y a un point là, il y a quelque chose qui fait un rebond, qui fait un point d'ancrage, un point, un peu comme une maille, un peu comme les nœuds d'un plan comme ça, je sais pas comment dire, ouais, des nœuds de points de rencontre qui font que hop, ça se tisse tout d'un coup. Il vient là et hop, les fils se tissent. Et puis hop, tu vas un peu plus, hop, les fils se tissent. Ouais, voilà. Donc ça, c'est une personne importante. Il y a un monsieur aussi, mais ça c'est bien plus tard, dans ma vie plus tard, mais je vais le citer parce que si tu me parles de personnes importantes, c'est Jean Serrat qui m'a accueilli ici dans le sud de la France, puisque je suis un immigré belge dans le sud de la France. Jean Serrat qui a été, voilà, je voudrais lui rendre hommage pour ça, et je lui ai dit, mais tu me donnes l'occasion de le faire, qui m'a vraiment soutenu et aidé, donné ma chance ici, euh, qui a été d'une générosité incroyable, d'un soutien incroyable. Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça qui, voilà, accueillent à bras ouverts un illustre inconnu qui parfois est très maladroit. Je sais que j'ai été maladroit un moment envers lui. On s'en est expliqué, ça s'est arrangé, mais à un moment donné, c'était douloureux parce que parfois, bah, quand tu es brassé par plein de choses, tu as aussi des grosses maladresses. Mais voilà, encore une fois, quelqu'un qui te dit les choses, mais pas dans une violence, qui te dit les choses de telle sorte que s'il te les dit, ça veut dire que tu comptes, sinon je ne prendrais pas la peine de te le dire. Et puis ça te fait réfléchir, et puis tu prends conscience, et puis on peut continuer à construire. Voilà, c'est des gens comme ça que j'ai rencontrés qui m'ont permis, entre autres, d'être là aujourd'hui, en face de toi, et de raconter un peu mon histoire. Ça me touche beaucoup que tu parles de lui parce que c'est quelqu'un qui était significatif aussi pour moi, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir l'approche systémique, qui ensuite, on en avait parlé ensemble en off, lorsqu'il était question de choisir un institut de formation, c'est lui qui m'a indiqué l'endroit où j'étais me former ensuite. Donc oui, ça a été un personnage très important. Je suis vraiment ravi que tu en parles aujourd'hui et que grâce à toi, il existe aussi dans ce paysage vidéoludique de Ouais, YouTube et que tu puisses lui rendre hommage. Donc quelqu'un merci qui pour ça. donne sa chance aux autres, Ouais. quelqu'un qui va euh, soutenir le passage, soutenir vers les autres, faire des connexions. Monsieur, il dit, ah tiens, il y a un monsieur que je connais, va voir là-bas. Ah Bernard, au fait, oui, oui, ah, ben, j'ai pensé à toi, appelle-le de ma part. Il faisait ça tout le temps, mettre en lien les gens, mettre en réseau les gens, voilà, en s'effaçant derrière et en laissant faire. Donc, ouais, c'est quelqu'un de, c'est un homme bon. Et si tu devais choisir une seule chose que tu retiens de chacune des personnalités que tu as citées, c'est-à-dire qu'est-ce que tu gardes en toi, que tu as senti, qui a infusé dans ta pratique d'aujourd'hui, que tu conserves de chacune de ces personnes, d'Edith Goldbetter, Moni Elkaïm, Maurizio Andolfi, Jean Serra. C'est marrant parce qu'au moment où tu me dis ça, du coup, ça me connecte à un autre niveau. Parce que ces personnages, je les ai racontés sur le plan de mon historique, tu vois. Mais il y a des gens qui m'ont marqué aussi, je voudrais en citer deux quand même. Le premier, c'est Jacques Mirmont, qui se souvient absolument pas de moi, c'est sûr et certain. J'étais un petit étudiant à Paris. Là, j'avais un peu grandi, oui. Et à Paris, assis, comment dire, euh, à la table pour manger. Et il était à côté de moi. Et moi, je disais, ah, Monsieur Mirmont est à côté de moi. Oh, et puis, je travaillais en psychiatrie. Et puis, à l'époque, je travaillais aussi dans une unité de patients dits chroniques, c'est-à-dire des pathologies lourdes, des gens qui étaient là depuis 20 ans, 30 ans dans l'hôpital. Et moi, j'avais la folie de dire, tiens, je vais prendre un monsieur qui est diagnostiqué, médiqué depuis 30 ans, institutionnalisé comme un grand parano, de le voir avec sa mère. Donc une schizophrénie paranoïde, un truc bien costaud, bien lourd.
Et en fait, au début, j'arrivais même pas à les voir parce que le temps d'aller du fin fond de l'hôpital, oui, parce que les patients comme ça, un peu bizarres, ils étaient dans le fin fond de l'hôpital. Il fallait les chercher parce qu'ils pouvaient pas venir tout seuls. Je n'arrivais jamais à mon bureau. Ça éclatait. Donc, ça a été tout un trajet d'abord pour refaire tous les couloirs, arriver à mon bureau. Puis quand sa mère était là, ça éclatait, il fallait retourner. Et puis il a fallu rentrer dans le bureau, mais d'abord on est resté dans l'entreporte pendant je sais pas combien de temps. Et puis un jour on est rentré dans le bureau. Mais véridique, ce que je raconte, c'est vraiment, tu sais, c'est des tout petits pas comme ça. Puis un jour on est dans le bureau, puis un jour on s'est assis, puis un jour on a commencé à se parler un peu. Puis ça explosait. Il fallait appeler les infirmiers qui arrivaient parce que, ouais, c'est tout. Et puis sa mère qui courait derrière. Un truc de fou. Là, je revoyais tous les cours, qu'est-ce qu'on fait, comment il faut faire ça. J'étais paumé, j'étais paumé. Mais, bon an, mal an, bah, j'avais tous les 15 jours cette rencontre qui s'était mise en place. D'abord 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Voilà. Et j'ai M. Mirmont et je dis, je peux me permettre de vous poser une question? Et je lui parle un peu de ça, ce que je viens de te dire. Et je lui dis, mais, et il me dit, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je dis, mais je suis embêté parce que qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Parce que j'ai l'impression que ça sert à rien ce que je fais depuis des mois et des mois et des mois. Et ce monsieur Jacques Mirmont, quoi, moi, un gars comme ça, me regarde et il me dit, mais donc vous m'expliquez que vous êtes avec un monsieur hospitalisé, institutionnalisé, 30 ans, blabla, il me refait tout le truc, avec un relationnel tellement intriqué, conflictuel, violent, passionné, interdépendant, hyper fusionnel dans la destructivité, mais impossible de pouvoir se décoller, etc. Et vous me dites, et vous arrivez à le voir tous les 15 jours, donc aujourd'hui, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure parfois. Je dis, oui. Et il me regarde et il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Je dis, oh. Dans cette idée qu'il fallait faire, dans cette idée que je ne faisais rien puisque ça ne changeait pas. Mais ce qui m'a montré très vite, c'est qu'en fait, j'avais déjà fait tout un chemin. Ils avaient déjà fait tout un chemin de changement avec moi, moi avec eux. Je les voyais plus du tout pareil. D'ailleurs, au début, j'avais très peur de ce monsieur. J'avais plus peur de lui. Et quand il commençait à s'énerver, je dis oh, on va se calmer. Mais ce que j'aurais jamais dit au début. Mais on avait créé et tissé une relation qui avait sécurisé leur échange. Alors ça pétait encore, hein, faut pas. Mais j'avais l'idée qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et ça a été un truc important. Être en relation, créer un espace de sécurité, créer un espace où le cadre qu'on va poser, parce qu'une des choses que je dis, c'est que le cadre qui sécurise la relation, et donc qui me sécurise moi et l'autre. Mais d'abord, moi. Ça, j'ai appris après, mais là déjà, c'était la question du cadre. Et de pouvoir tenir quelque chose qui permet cette rencontre, qui permet cet échange. Pas être dans l'optique d'un changement, même pas de changement de type 1 possible à la limite, de niveau 1, quoi. C'était d'abord arriver à être là. Et ça, c'est déjà un changement alors, puisqu'ils ne peuvent pas être là. Guy Oslo, c'est. Alors, ça, c'était une autre rencontre, c'est de rencontrer les compétences des familles. Pour moi, je le dis, c'est une Bible systémique, c'est mon livre de chevet, je le relis depuis des années, j'y retourne, j'y retourne, j'y retourne. Il y a beaucoup, je dirais presque, il y a tout dedans. On peut le prendre d'un bout, dans l'autre, de le retourner. C'est un livre que je conseille à des intervenants, à des psys, à des thérapeutes. C'est-à-dire, c'est quoi l'approche systémique? Je dis, ben, les compétences des familles. Après, à force de lire, tu as plusieurs niveaux dans ce truc-là. Il y a des trucs que tu comprends pas tout de suite, mais que tu comprends après, etc. Donc Guy Oslo, ce que j'ai rencontré, j'ai la chance de rencontrer à plusieurs reprises, et à un moment donné, je le côtoyais régulièrement, et Guy Oslo, je lui dis, mais je pensais avant de venir ici, quelques années avant, j'avais imaginé peut-être l'idée d'aller à Montréal. Il m'a dit, fais pas ça. Il dit, avant, il fallait venir, mais maintenant, pas ça. Tu vas devoir repasser tout la psycho, etc., etc. Développe ton truc ici, et puis tu iras faire des trucs à Montréal. Et voilà, mais dans la manière de Guy, quoi, vraiment très... voilà, il me dit, ben non, fais pas ça. Non, mais ça m'a aiguillé parce qu'il me disait, pourquoi tu veux aller chercher ailleurs? Moi qui cherchais toujours d'aller chercher quelque part. Mais peut-être c'était là ce qu'il fallait trouver. Voilà. Donc ça aussi, deux personnes quand même importantes. Mais si je dois retenir
Il y a des gens qui te donnent la chance et puis il y a des gens qui, sans s'en rendre compte, t'apportent quelque chose. Oui. Moni El-Kaïm, c'est la révélation et c'est la notion comme de Guy Oslos qui se rejoignent sur la question du confort du thérapeute. Qu'avant toute chose, c'est d'abord soi. C'est ce que j'appelle l'égoïsme, c'est un moi d'abord pour l'autre ensuite. Et de pouvoir dire j'existe et si je dois faire exister l'autre en quelque chose, je dois d'abord exister moi. Et c'est ce que tu m'as appris sur l'intuition. Alors attends, je vais essayer de le trouver. Non, c'était pas l'intuition, c'est le fait qu'il ne faut pas s'immoler pour réchauffer l'autre. Ouais, ne pas s'immoler pour tenir chaud aux autres, c'est une phrase qui est importante pour moi. Voilà, ben ça me parle énormément parce que moi je dis que c'est mon moniteur de ce secourisme qui disait un secouriste mort n'a plus jamais secouru personne. Et donc la priorité quand on apprend le secourisme, c'est d'abord de se mettre en sécurité. Ça revient, ça m'a beaucoup parlé, ça revient exactement à ça. Mais dans ta notion, il y a un truc en plus, c'est dans cette espèce de... Ah oui, c'est ça, c'est l'intuition altruiste, c'est ça? Exactement. Voilà, j'ai retrouvé. C'est dans l'intention de donner à l'autre et de te sacrifier pour l'autre. Alors la question de sacrifice, évidemment, c'est une notion qui me parle beaucoup. Hein, de comment on peut être déjà adolescent, se faire du mal pour ne pas faire du mal aux autres. Et se dire qu'il vaut mieux que tu aies mal toi, comme ça tu as la croyance que l'autre souffrira moins. Et oui, ton côté paratonnerre. Exactement, c'est un peu raté quand même, mais il y avait quand même là, et donc comment transformer ça? Donc cet égoïsme sain là, c'est quelque chose, Moni dans le confort, hein, Guy Ostos dans cette question du confort, ça c'est vraiment la chose qui, voilà, c'est qu'est-ce qui se passe chez toi, avant de dire que tu sais ce qui se passe chez l'autre. Il y a Edith aussi, évidemment. Edith, elle m'a donné le sentiment que je pouvais avoir confiance en moi. Avec à la fois tantôt quelque chose de très rigoureux, d'attente très rigoureux, le travail c'est comme ça, il faut pas... Là, là. Et puis parfois des choses très brouillon, parce que c'est une personne qui a une pensée... à 1000 à l'heure, qui te dit un truc, puis un autre, puis qui va là, et puis qui oublie, et puis qui retombe sur ses pieds. Donc quelque chose comme ça, et qui te donne sa chance en te disant, en fait, ça a été peut-être pour moi la manière dont je me le suis approprié, mais quelqu'un qui me donne la chance, c'est qu'elle pense que, peut-être qu'elle ne le pensait pas, elle a peut-être juste touchée par ma démarche, je ne sais pas, mais quelqu'un qui te dit, mais ouais, tu peux avoir confiance en toi, tu as de la valeur. Donc ça, ça c'est pour Edith, je pourrais dire beaucoup d'autres choses pour tout le monde, mais je dirais si j'essaie vraiment de me centrer, donc voilà, donc c'est quelqu'un qui, une fois que j'ai rencontré Moni, j'ai continué, une fois que j'ai rencontré Edith, j'ai continué, je suis toujours resté avec eux. Et puis il y a d'autres personnes dans le parcours de formation, de thérapie, d'institution, ça aussi, mais qui viennent, des gens, on dirait, c'est sur ces nœuds-là qui venaient de faire des petits nœuds autour du même nœud, c'est-à-dire sur les mêmes thématiques, qui donnent ta chance, qui te donnent cette confiance, dire ah tiens, c'est pas rien. Je vais citer deux comme ça vite fait, mais il y a Florence Calicis, qui est ma superviseuse à une époque, qui me dit bah, tiens, dans notre équipe à Chapelle-Auchan, on cherche quelqu'un. Pourquoi tu ne te présenterais pas? Moi bon, je me présente en me disant bah, ouais. Parce qu'en plus, c'était un poste pour être à la fois clinicien et en même temps rentrer dans le groupe du Cephorès formation. Et puis je suis pris. Alors j'étais triste parce que je perdais ma superviseuse, puisque ça devenait ma collègue. Me disais, mais en même temps j'étais super content et c'est aussi Florence, quelqu'un qui m'a apporté beaucoup, et puis une dame qui est Edith Austin-Tillmans, que j'ai eu la chance d'avoir comme collègue. Alors j'ai commencé par faire une formation, une post-formation chez elle en arrivant à Chapelle-Auchan, tu vois. Je me suis dit je vais commencer tout de suite comme ça parce que peut-être plus tard je pourrais pas le faire. Mais qu'il y a aussi une parole à un moment donné où il disait parler toujours un peu en n'osant pas affirmer ma pensée, en n'osant pas encore vraiment... en plus, j'arrivais là avec tous des formateurs dans l'équipe clinique, très impressionné par toutes les compétences de tous ces gens autour de moi. Et puis je dis, mais j'ai peut-être une idée, mais je sais pas, machin. Peut-être je manque un peu d'expérience. Et puis elle me dit, mais Bernard, avec son accent et puis ce côté d'une dame comme ça, très... tu dis chaud, elle dit, combien de temps que tu travailles?
Bah, je dis, bah, 10 ans, 12 ans. Elle me dit, il faut attendre combien d'années encore? Et là, ça touche à l'idée que bah, cette même parole venant de quelqu'un d'autre n'aurait pas eu ce poids-là, mais l'estime que je portais à cette femme, c'est une des pionnières, à cette clinicienne incroyable. Bah, elle me dit, bah, si elle trouve que ça veut dire que j'ai déjà un peu d'expérience, peut-être qu'en fait, je peux continuer à tisser ce petit truc de croire en moi et d'essayer d'arriver à quelque chose. Donc, ça, c'est des nœuds collatéraux qui viennent, qui viennent dans tout ce maillage, qui viennent consolider des nœuds de liaison, des points de liaison. Ça me fait beaucoup résonner ce que tu dis avec une anecdote que m'avait raconté Reynaldo Perón, qui lui était un grand admirateur de Salvador Minuchin, qui un jour est allé le voir dans un congrès en lui disant: Monsieur Minuchin, j'adore tout ce que vous faites, vraiment c'est incroyable, vous êtes mon modèle, j'aimerais tellement être comme vous, etc. Et Minuchin lui a dit un truc qui est resté toute sa vie gravé dans sa mémoire, il lui a dit: Tu peux te permettre de ne pas être Minuchin, mais tu ne peux pas te permettre de ne pas être Perón. Et cette phrase est restée en lui et a été un tournant, il y a eu un avant et un après, dans le même sens de ce que tu dis, à savoir bah, quand est-ce que tu vas t'autoriser à être toi et à pouvoir mettre ta pensée sur le devant de la scène. C'est ces petits moments-là qui viennent, qui est fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à oser à parler de toutes mes idées folles et de tous mes petits concepts, mes petits schémas, mes petites réflexions. Parce que pour comprendre, il fallait que je transpose, parce que la lecture, difficile, prend des heures pour lire. Euh, euh, Quand je lis, je me perds, quand je lis, je me fatigue, quand je lis une phrase, j'ai une idée, 25 idées, 30 idées, je retourne en arrière, je reprends un autre bout, mais j'ai jamais terminé le paragraphe. Donc, c'est très coûteux en énergie d'avoir cette espèce de truc qui se met en route. Et en plus, quand je rentre dedans, j'arrive plus à m'arrêter parce que ça me passionne. Mais donc, de faire ces schémas, etc., et de commencer à avoir vraiment envie de transmettre, puisque là, j'avais déjà commencé à transmettre un peu comme formateur. J'avais commencé à transmettre aussi au Ceforest, puisqu'il y a ce moment quand même qui est fondateur pour moi en tant que formateur, c'est le jour où, à la fin de ma formation de formateur à l'UFSH, qui était une formation, c'était le premier, c'était pas encore bien constitué, etc. J'y étais rentré un peu comme ça n'avait pas donné l'accord de tout le monde, etc. Tu sentais bien que tu étais un peu assis sur deux chaises, ou entre deux chaises. Mais Moni me dit, à la fin, il me demande de venir dans son bureau et il me dit, mais Bernard, ça fait longtemps que tu es avec nous. Tu parles, j'avais 23 ans quand j'ai commencé. Et j'ai terminé. Moi, j'avais des projets, moi, j'avais des envies, j'avais envie de produire des choses. Et là, il me dit, mais il est temps que tu ailles voir ailleurs. Et là, c'est une douche froide terrible, vraiment terrible. C'est le deuxième moment, il y a un moment de vie pas facile adolescent, et puis ça, c'est un moment de vie professionnelle pas facile, parce que tout d'un coup, je me suis senti lâché. Et c'est une résonance, et pas par n'importe qui, par des figures qui avaient des fonctions relationnelles de type paternel, etc. Donc c'est quand même pas anodin le lien que je fais aujourd'hui. Donc je me sens un peu lâché, mais en même temps, donc j'ai une petite traversée du désert, je quitte l'hôpital aussi en cours de route parce que ça se passait plus très bien, etc. J'étais plus d'accord avec ce qui se passait dans l'hôpital ou la manière dont ça se passait, ça ne me convenait plus. Mais donc il y a un passage comme ça un peu à vide, tu vois, à ce moment-là. Et là en fait, il a fallu ce que j'appelle modestement, mais c'est ma traversée du désert pour qu'à un moment donné, je commence à marcher vraiment de mes propres pas et pas dans les pas de l'autre. Ça fait écho à ce que de l'autre, quel que soit l'autre, c'est-à-dire de ne pas emprunter le chemin que je crois être celui qu'il faut être. Donc j'ai dû trouver un nouveau chemin et j'ai par des détours, des arrêts, des reculons, commencé à tracer mes pas qui m'ont amené à là où je suis aujourd'hui et avoir envie de fonder quelque chose et de transmettre aussi quelque chose avec tout ce que j'avais reçu. Mais oser faire ma marque de fabrique à moi, oser faire ma couleur, oser laisser développer cette couleur.
Maurizio Andolfi, c'est Maurizio Andolfi il nous a beaucoup donné, vraiment beaucoup donné à ce groupe qui s'était battu pour l'avoir. À ce moment-là, il pensait qu'il allait plus faire de groupe, mais quand même, alors moi, j'avais suivi le mouvement, je m'étais bien accroché à suivre le mouvement. Je travaillais pour l'association belge thérapie familiale déjà à ce moment-là. On était venu un peu en délégation. Je te parlerai, je te montrerai. On a demandé à la suite de ça à Maurizio les droits d'auteur pour pouvoir traduire le livre sur les pionniers de la thérapie familiale qu'on a traduit en français dans l'association. Euh, on a eu une semaine inouïe d'expérience, inouïe de ce qu'il a partagé. Et aussi ce moment où il nous a dit, OK, moi je vais vous montrer des trucs, etc. Et puis vous avez regardé mes vidéos. Alors, on n'a pas fait venir Randolphi pour venir jusque-là pour regarder ces vidéos. Il dit, vous regardez mes vidéos, et puis je vais revenir, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Il nous a mis à un autre endroit. Et on a eu des échanges incroyables de cet homme qui est, moi, chez lui, j'ai trouvé la notion de, il faut arrêter d'en faire, moi j'en faisais toujours trop, je suis un garçon qui est agité, qui bouge beaucoup, qui parle beaucoup de ça. On me disait de me taire avant, maintenant on me paye pour parler, c'est pas mal quand même. Hein. Et on m'écoute des fois. Donc, mais là j'ai vu un homme qui m'a fait sentir que c'est en faisant le moins que ça marche le mieux. Et ça, c'est une chose que j'ai pas oubliée de lui. Une force tranquille. Il avance, sans bousculade. Ça bouscule, mais sans bousculade. Mais il avance et il sécurise. Et donc, cette notion que je trouve qui traverse mon travail, qui est la question de la sécurisation, parce que agiter des gens, à venir trifouiller à l'intérieur, c'est facile. Sécuriser les gens pour qu'ils puissent développer leurs propres ressources lorsqu'ils sont en difficulté, c'est autre chose. Et j'ai vu des situations d'Andolfi, dans sa manière de travailler avec nous, parce qu'on a fait beaucoup de jeux de rôle avec lui, on a eu cette chance-là. On a vu ces familles qui nous a montré, c'est de voir comment il avance et il emmène tout avec lui en douceur, mais il lâche pas. Mais il bouscule pas, il arrache pas. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il fait? Et il te regarde, il joue avec son petit jouet là, tu sais. Il te regarde et puis il fait ah. Et donc il donne le jouet et donc ne le casse pas, il est très précieux, j'y tiens beaucoup. Et le gamin à côté, c'est un gamin qui casse tout, qui arrache tout, etc. Et dans cette manière d'une délicatesse, de donner l'objet comme si de rien n'était, et de dire oui mais attention, hein, j'y tiens, donc fais-y attention. Travailler avec la famille, voilà, c'est ça, c'est cette en faisant le moins, c'est en faisant le moins qu'on le plus peut arriver, c'est pas en s'agitant derrière. Ça a appris à me calmer un peu, entre autres. Tu parlais tout à l'heure de la question fondamentale pour toi du confort du thérapeute. Oui. Qu'est-ce que toi tu fais qui est très important pour ton confort à toi en tant que thérapeute? Alors tout mon modèle du triptyque est basé sur cette notion-là parce que c'est l'élément central, c'est-à-dire que la première responsabilité en tant que thérapeute, pour moi, c'est de veiller à son confort. Son confort, pas sa confortabilité, pas le fait d'être à l'aise, tranquillou pilou. C'est le confort, la définition que je vais te la donner, la définition que je mets sur ce terme qui est une construction paraphrasée, mais que je me suis approprié, c'est le confort du thérapeute, c'est être en capacité de mobiliser ses ressources et ses compétences afin d'être garant du cadre qui sécurise la relation. C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux. Qu'est-ce qui sécurise la relation? Le cadre. Moi, je ne peux pas sécuriser quelqu'un. C'est un leurre de pensée. J'ai essayé dans ma famille, j'ai essayé avec mes amis, ça a échoué parfois dramatiquement. Je ne peux pas sécuriser quelqu'un. C'est le cadre qui sécurise la relation, et donc la relation me sécurise moi et l'autre. Donc, être en capacité de mobiliser ses ressources et ses compétences, afin d'être garant du cadre qui sécurise la relation, tu as les 3 niveaux. Et donc, à partir du moment où tu es en inconfort, que ce soit physique, émotionnel, psychique, parce que tu penses à « merde, est-ce que j'ai pas oublié le gosse à la crèche ?»
parce que tu es happé par autre chose, ou bien parce que tu es mal par quelque chose, ou bien parce que tu es envahi d'une émotion qu'on peut travailler de plein de manières différentes, avec la résonance ou avec d'autres techniques ou d'autres approches. C'est ta priorité. Et ça fait des boucles, tout ce que je dis, parce que en fait, tu peux pas t'occuper de l'autre si tu t'occupes pas de toi. Si je fais fi de ça, soi-disant par respect pour l'autre, pour prendre soin de l'autre, je fais fi de ce que je suis en train de vivre, de traverser, qui me déconnecte de l'autre. Je peux pas travailler. En fin de compte, je produis, et c'est une chose que tu connais, on produit quelque chose que l'on redoute. Hein, souvent, les solutions qu'on met face à un problème alimentent le problème plutôt que l'inverse. Donc, en ne veillant pas à mon confort, je produis le manque de respect que je veux éviter et je perds ma qualité de présence. Donc, quoi qu'il se passe, il va d'abord falloir retrouver ce confort. Alors, rapidement, si je suis là, si tu me permets, je vais juste te faire rapidement. Pour pouvoir le faire, il faut être authentique. Parce que tu ne peux pas le faire de manière jouée, déconnectée. Et donc l'authenticité fait partie du deuxième niveau du triptyque. Alors évidemment que ce n'est pas du tout la définition qu'en ferait Carl Rogers, de nouveau je m'approprie. Donc le confort c'est Moniel Caïm et Guy Osloz. Et l'authenticité, moi je dis, c'est la congruence entre ce que tu vis à l'intérieur, ce qui se passe en toi, ton cinéma intérieur, et son expressivité extérieure. Et un jour, un étudiant me dit, mais pourquoi tu dis pas son expression? Et en fait, son expression pour moi, c'est conscience, c'est ce que je veux exprimer consciemment. Son expressivité, c'est bien au-delà, c'est tout. Son expressivité, c'est-à-dire ce qui émane de moi là maintenant pendant que je te parle. À toi de sentir ou pas, de le voir ou pas, mais si moi je suis connecté à ce que je suis en train de vivre, que si j'ai une émotion comme tout à l'heure qui m'a surpris, parce qu'en pensant à mon copain d'enfance, j'avais jamais pensé parler de mon copain d'enfance en imaginant te répondre. Mais si je l'abrime cette émotion, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir quelqu'un qui est inauthentique. Tu vas ressentir quelqu'un qui est inauthentique. Tu vas entendre quelqu'un qui est inauthentique. C'est pas juste le niveau de ce que je dis. C'est pour ça que je dis quand je suis content, tu le vois, tu l'entends et tu le ressens. De nouveau, on est sur les trucs qui se tissent là dans mes petits nœuds, tu vois. Donc cette congruence, c'est comment je peux oser m'écouter pour être dans cette authenticité. Et moi, je sais que j'ai une tête de clown et que je fais des grimaces tout le temps, et ça. Et puis à un moment donné, j'avais peur, tu sais, au début qu'on se filme, qu'on se voit, nous, quand on se filme, ça, je dis, oh là là, j'ai plein de tics, je bouge mes mains, je peux pas m'empêcher. Alors des fois, je me mets comme ça, c'est pour calmer mes mains un peu, tu vois, parce que c'est pas parce que je suis fermé, c'est parce que sinon elles te parlent en même temps. Euh, voilà, on est comme ça. C'est mon personnage, il est comme celui-là. Je l'aime bien en fin de compte. Il est maladroit, il est bizarroïde parfois, mais parfois je fais des têtes de clown, je fais des têtes un peu de dessin animé, de caricature, parce que j'aime bien ça, j'adore rire, c'est une autre dimension dans le travail dont on pourra peut-être parler, mais la question c'est être authentique, c'est voilà, accueillir ce qui vient, tel que ça vient, et en faire quelque chose. C'est pas uniquement ça, c'est en faire quelque chose. Donc, quand tu perds ton confort, il faut d'abord que tu reviennes à toi. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Et le troisième niveau pour le retrouver, c'est Ziggy Hirsch qui me l'a appris, c'est le courage relationnel. Alors c'est ma définition de nouveau, mais c'est énoncer sans dénoncer. Énoncer ce qui se passe dans la relation, sans dénoncer l'action d'aucun des protagonistes, celle compris du thérapeute ou de l'intervenant lui-même. Ça veut dire quoi? C'est tous les fondements, on pourrait dire, et je pense qu'il est le père fondateur de la communication non violente. C'est comment métacommuniquer à partir de toi, l'authenticité qui te permet de le contenter, ce qui se passe là, ce qui est en train de se jouer, ce qui se joue chez moi, ce qui se joue chez toi, entre vous deux, si tu es avec ton fils ou ta femme ou ton frère, qu'est-ce qui se passe là et qu'est-ce que ça me fait partir de moi pour pouvoir énoncer sans dénoncer, métacommuniquer ce qui se joue, c'est-à-dire prendre la position où on se regarde dedans,
Mais tu peux regarder là, mais c'est d'abord là qu'il faut regarder. Et puis je regarde là, et puis je regarde nous. Oui. Pour pouvoir faire cette métacommunication et retrouver ton confort, c'est-à-dire être en capacité d'être garant du cadre, parce que tu as retrouvé tes ressources et tes compétences pour l'être. Et puis à l'intérieur, le cœur, ben, ça on pourra le développer plus tard, mais ce que j'ai dit est déjà suffisant, mais c'est ce qui fait fonctionner ça, et c'est comment, là, il y a un petit décortiquage d'étapes, parce que ça aide de ce qu'on a appelé, enfin c'est pas moi qui l'ai nommé comme ça, mais c'est qu'on a appelé ORPA, parce que c'est observer, ressentir, penser, agir, qui tournent ensemble pour pouvoir mettre en route le triptyque. Donc ça c'est vraiment ce truc du confort. C'est tout le reste c'est du plus. Tout le reste c'est du plus que j'utilise. Les métaphores, les outils X, Y, Z, telle approche, telle croyance, telle croyance. Tout le reste, c'est du plus. Si tu perds ton confort, tu peux pas travailler avec les gens. Est-ce que tu as, toi, des métaphores favorites ou que tu te Ah vois ouais, utiliser de plein. manière préférentielle, quelques-unes là, que tu pourrais donner en cadeau comme ça aux Ah personnes qui ouais, regardent? j'ai la métaphore du barrage. Quand on parle des émotions et qu'on parle de toutes ces tentatives qu'on a d'essayer de contenir en soi, bloquer ces émotions en soi. Alors je raconte la métaphore, je dis aux gens, soit à l'enfant, à l'adulte ou au couple, je dis, en fait, quand on essaie de tout contenir, c'est très 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 dangereux. Hein. C'est très dangereux. Tu prenez le plus gros barrage au monde, celui qui fait 60 mètres d'épaisseur, là. Les trucs de comment ça s'appelle, Victoria, le chute Victoria, en bas il y a des barrages, ils sont énormes, énormes. Ah, aucun barrage au monde, aucun matériau, aucune structure n'est suffisamment puissante que pour contenir la pression de l'eau. Qu'est-ce qui permet que ça tienne? C'est qu'il y a des ouvertures, il y a des vannes, il y a des portes, des écoutilles, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais moi je vois ça comme des ouvertures. Et avant, il y avait un monsieur qui était le gardien du barrage, tu sais. Alors il venait, il voyait l'eau, il voyait les trucs de pression un peu, et puis il ouvrait comme ça la main. Et il ouvrait, il laissait passer un peu l'eau. Il faisait pour ça, pourquoi? Pas uniquement pour vider le niveau, pour alléger la pression. Maintenant, c'est calculé électroniquement, tout ça, tu as les trucs qui s'ouvrent, qui sortent, mais dès qu'il y a un problème là, c'est un des problèmes les plus dangereux d'un barrage. Alors, la question est, est-ce qu'on va se dire d'où vient cette pression là tout d'un coup, mais ça ne nous aide pas à ouvrir ou pas? Et si c'est le barrage, il est là, ton barrage. Quand ça pousse, ça fait mal. Hein. Et à une force, on oppose une autre force. Donc, plus on va essayer de fermer, plus ça fait mal. Et puis, tu sais, il y a un truc qui est incroyable à ce moment-là. C'est quelqu'un qui te dit rien, qui, avec gentillesse, bienveillance, te prend juste dans les bras. Juste là, une embrassade. Et là, les vannes, elles s'ouvrent. Ça baisse la pression, tu refermes gentiment, parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Mais c'est pas en se disant d'où vient cette pression, parce que c'est peut-être un glacier en Himalaya ou un cours d'eau qui a été dévié ou une fonte de neige ou un autre barrage qui a cédé qui fait qu'à des milliers de kilomètres, à un moment donné, ça vient de pousser. Et là, en fait, cette métaphore, elle te parle d'une chose pour moi qui est importante, c'est la question des émotions et de comment on joue et comment on utilise nos émotions. Une autre métaphore que j'utilise souvent, c'est la question de la différence entre le lâcher-prise et le laisser tomber. Il faut lâcher prise, tu sais, ce truc là, comme ça, lâcher prise, ouais. Je dis, ouais, il faut lâcher prise. Bah, c'est, comme dit l'autre, plus facile à dire qu'à faire. Surtout, qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise? Et l'image qui me vient, et que parfois je le fais faire physiquement, c'est une tâche que je donne ou que j'accompagne et que je fais avec, c'est, je dis à la personne, plonge ta main dans du sable, ferme ta main le plus fort que tu peux pour tenir le plus de sable possible dans ta main. Et alors tu tiens bien, mais vraiment tu serres bien. Alors évidemment, il y a des grains qui s'échappent, mais tiens bien. Et alors c'est intéressant parce que plus tu tiens, plus ça devient difficile de lâcher. Tu vois, alors tu tiens, et alors là, même quand tu le fais, même toi, je me fais une petite auto-induction là, ça serre fort, ça serre très très fort, c'est très très fort. Je dis ok. Et puis je dis, ouvre ta main. Alors là, il faut
concentré hein, pour ouvrir ce que tu as tenu comme ça aussi fort. Hein. Ouvre ta main, tu ouvres ta main et puis tu regardes le fruit de ta récolte, qui ma foi est bien maigre. Et pourtant, tu as mis toute ta force, toute ta conviction, toute ton intention pour tenir. On ne peut pas lâcher, il faut tenir. Et puis, avec ton autre main, tu prends une poignée de sable et au lieu de fermer, tu l'ouvres. Tu l'ouvres et tu détends ta main. Tu l'ouvres pas comme une coupelle, tu sais, rigide. Tu l'ouvres et tu détends ta main. Tu la détends le plus possible en pensant à tous les petits muscles qu'il y a dans tes doigts, dans la paume de ta main. Et tu laisses aller le sable qui coule. Tu dois te concentrer juste sur une chose, c'est détendre ta main. Regarde ta récolte. Et fais le test. Et rien qu'en le faisant ici, j'ai une main ici que je sens qui est rigide, dure, et là j'ai une main qui est souple et qui regarde la différence. Il y en a une qui est fermée, il y en a une qui est ouverte. Ça laisse des traces. Lâcher prise, et puis de laisser tomber, c'est je prends, ça vaut pas la peine. Très jolie métaphore. Est-ce que tu te souviens d'un échec qui a été particulièrement formateur pour toi? Ce truc que je lutte et que je transmets à mes étudiants, c'est arrêtons de vouloir savoir contrôler, maîtriser. On ne sait rien. Mais alors, quand on dit rien, mais c'est rien. Et j'ai encore plus convaincu aujourd'hui qu'on ne sait rien. On a des idées, on a des perceptions, on a des représentations, on a des croyances plein, on a des intuitions, mais on ne sait rien, on ne sait rien. Moi, je sais à peine pour moi, je suis encore en train de me débattre avec ce que je sais de moi. Qu'est-ce que je peux savoir de l'autre? On ne sait rien. Et c'est cette maman qui arrive et qui me parle du fait qu'elle est au bout de sa vie, mais quand je dis au bout de sa vie, c'est au bout de sa vie. Elle vient me voir pour son fils à, attends que je ne me trompe pas de son âge maintenant, je ne dis pas de bêtises, je crois 6 ou 7 ans, et il continue, et il a depuis des années, il a des terreurs nocturnes. J'avais jamais eu quelqu'un qui me posait cette problématique, mais les terreurs nocturnes, je sais ce que c'est. Et pour les gens qui ont connu leur enfant à terreur nocturne, savent ce que ça fait. Ça détruit la famille, les terreurs nocturnes. Ça détruit la famille parce que tu perds le sommeil, et puis quand tu le trouves, tu as peur d'y aller parce que tu as peur que la terreur nocturne arrive. Donc ça devient la peur de la terreur. Et la terreur nocturne, c'est cette espèce d'état qui est encore mal compris, qui est une espèce de truc entre deux, entre le sommeil et le réveil, qui n'est pas tout à fait un état de somnambulisme, mais qui est quand même un état second où l'enfant te répond, il est debout, etc., il parle, etc. Et il n'en a pas vraiment souvenir, mais il a souvenir d'une partie, mais pas tout à fait. Et cette maman me dit, je ne sais plus quoi faire, je ne dors plus. Il faut que mon enfant il sorte de là. Et là, la prétention du jeune, je crois qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la prétention. Démuni par le truc, je bascule dans je sais. Et je dis, mais vous savez, tu vas voir l'énormité de la chose quand même. Hein. Vous savez, l'enfant, parfois, quand il se réveille la nuit, c'est bien qu'il puisse avoir une lumière pour qu'il puisse se rendre compte de son environnement et puis qu'il puisse se réveiller avec un peu de sécurité. Mais il y a des choses qui sont très chouettes parce qu'il y a des lumières qui sont avec des... Et je commence à lui faire le catalogue des... Comment on appelle ça? Des veilleuses de nuit du magasin, je sais pas, Baby 2000 ou je sais pas comment ça s'appelle. Et cette dame me regarde et elle me répond comme ça, elle me dit: vous vous foutez de ma gueule. C'est que là, je dis mais non, parce que vous savez, elle m'arrête. Courageuse, hein, cette dame. Hein. Au bout de sa vie, elle n'a plus rien à perdre. Hein. Elle te massacre n'importe qui, hein, quand même, dans l'état où elle est. Hein. Faut pas lui prendre sa priorité. Hein. Elle sort de la voiture, elle te met en petite boîte comme ça. Et là, elle me dit, mais attendez, je viens pas vous voir et payer quelqu'un pour qu'on me dise ce que je dois faire. Et surtout pas ça, quoi. Surtout pas ça.
Donc pour moi, c'était un échec extrêmement important qui m'a appris, je suis pas là pour savoir ni pour donner des conseils, quoi. Juste tais-toi, et comme dirait mon ami Vera Likage, plus que tais-toi, c'est ta gueule. Et je le dis comme ça, ta gueule. Le ta gueule qu'on se dit à soi-même quand on est tout d'un coup dans une réactivité, au lieu d'écouter, ça sort comme ça, cette espèce de conseil. J'étais conseiller d'un magasin de puriculture. Et là, heureusement pour moi que j'ai pas ajouté une troisième fois, parce que un, deux, troisième fois c'est mort. Première fois tu peux, la deuxième fois on te dit attention, là tu viens de faire une première occurrence, à la troisième occurrence, c'est comme ça que se font les règles implicites, c'est comme ça que se fait la déliaison, il faut 3 occurrences. C'est assez, alors je vais pas le dire à 100%, mais faites les tests, une fois une chose, une fois la même chose, ça peut devenir une habitude, comme ça peut devenir quelque chose qui casse. Et donc, même si cette règle implicite peut être éphémère, hein, et là je dis, ah non, mais attendez, je me rends compte, et là je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de lui dire, quoi? Et en fait, j'ai compris que j'étais aussi démuni qu'elle. Si elle n'avait pas eu, je crois, son taux de frustration ou de tolérance à la frustration, je vais dire ça, à ce stade-là, elle se serait levée, elle serait partie, elle aurait eu raison. Et pour moi, c'est un échec qui est un vrai apprentissage. C'est on n'est pas là pour donner des conseils, on n'est pas là pour savoir, on n'est pas là pour, on est là pour écouter les gens, les accompagner. C'est pas être les guides, c'est être épaule à épaule, parfois un peu devant, parfois un peu derrière, mais épaule à épaule ensemble. On fait un bout de chemin ensemble. Si ils nous tolèrent, pas l'inverse. Même si on a un mandat qui vient de l'extérieur ou si c'est eux qui nous donnent le mandat directement. C'était pas facile ce moment-là. Parce que j'ai vu cette dame, sa colère était à la hauteur de son désarroi. Elle avait dépassé le cap de l'impuissance. Hein. On a fait un beau travail après quand même, mais il a fallu construire quelque chose de solide derrière qui en fait, elle m'a dit, mais j'ai juste besoin que vous m'empêchiez de tuer mon gosse en fait. C'est notre priorité. C'est autre chose que la veilleuse. Et ça, je ne sais pas si j'étais capable. Et j'ai pas arrêté de lui dire, après ça, je ne sais pas si je suis capable de le faire, mais on va le faire ensemble et vous allez m'arrêter si ça ne va pas. J'ai compris que vous pouviez m'arrêter. Je l'ai remercié, mais on va essayer. Est-ce qu'il y a des situations ou des configurations ou des types de problématiques euh, pour lesquelles vraiment tu sens que là, c'est une limite pour toi ou ça te met dans un tel inconfort justement que ça te semble vraiment trop compliqué d'accompagner ce type de configuration? Oui, 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 il y en a. Je dirais tout ce qui touche à une trop grande dépendance, que ce soit une addiction au produit, que ce soit qui est une autre forme d'addiction, certains troubles alimentaires. Si on vient me prendre que pour ça, c'est-à-dire je suis pas addictologue, je peux travailler ce qui joue autour des addictions, mais si on vient me chercher pour ça, c'est ma limite, je peux pas. Euh, je peux pas. Je ne pouvais pas. Il a fallu le temps que je passe un cycle de vie. Avant, pendant tout un temps, je ne pouvais pas travailler avec les enfants. C'était impossible pour moi. J'ai travaillé avec les ados très bien, même les trucs très trash, c'est très bien. Les enfants, mon cœur, il faisait pouf. Je les ramenais tous à la maison, quoi. J'aurais envie de taper sur tout ce qui bouge, de secouer tous les cocotiers, donc tout à fait inadéquat. Et j'étais pas en capacité, en maturité, de me mettre dans ce que j'appelle moi la juste proximité plutôt que la juste distance. J'étais collé. Les addictions, ça me touche beaucoup parce que j'ai une histoire autour de l'addiction, évidemment. Hein, il n'y a pas besoin de mettre un sous-titre parce que si tu as déjà quelque chose où tu sais que c'est difficile, si on a un peu travaillé sur soi, on sait que c'est quelque chose qui traverse ton histoire. Je travaille dans des situations très compliquées parfois de séparation, des choses très difficiles par rapport à ça. Ce qui est une limite pour moi, c'est quand je vois que
la situation n'est pas au niveau du contexte extérieur suffisamment sécurisé, que du coup, si je poursuis, c'est moi qui vais tout d'un coup perdre la juste proximité et qui vais vouloir tout sécuriser. Donc là, j'arrête aussi. Je dis, c'est pas possible. Il faut d'abord sécuriser ça. J'ai fait des histoires qui étaient vraiment compliquées, mais s'il n'y a pas ce travail, cet élément de sécurisation extérieure et légale, les violences du coup qui se jouent me touchent tellement qu'alors du coup je perds la capacité de pouvoir accompagner avec justesse. Mais j'ai appris à dire non, j'ai appris à dire stop à ça. Maintenant, une question que j'adore poser à toutes les personnes que j'ai pu interviewer, qui est une question assez personnelle. C'est une question qui a rapport avec un film qui a été très important pour moi dans mon enfance, qui s'appelle Retour vers le futur, dans lequel le personnage monte dans une DeLorean, Oui. peut aller dans le futur, remonter dans le passé. Bien, imagine que je te donne les clés de la DeLorean de Retour vers le futur. Est-ce que tu les utiliserais et si oui, pourquoi faire? Je l'utiliserai pour aller me voir moi, et peut-être même un petit peu avant déjà, mais je pense 12, 13 ans, et juste de souffler à l'oreille sans qu'il me voie, t'inquiète, ça va aller. J'espère que vous aurez passé un aussi agréable moment que moi en la compagnie de Bernard. Je vous mettrai, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, des liens pour que vous puissiez aller découvrir ou voir son travail, un lien vers son institut de formation si vous souhaitez vous former avec lui. Et en ce qui me concerne, j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour un prochain épisode et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.